Ce matin, notre invité, c'est un ancien député à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si eux aussi ils avaient eu un mandat bonus ou bien quelques mois bonus, mais on en parle tout à l'heure. Il s'agit de l'honorable Ouro Akpo Tchaniao, qui est aujourd'hui le président de Lumière pour un développement dans la paix, LDP. Monsieur Ouro Akpo Tchaniao, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Alors, vous aviez eu aussi des bonus à l'époque? À l'époque, nous étions dans la rue et à la fois à l'Assemblée nationale. Donc, il y avait une crise. Et c'était normal que la Cour constitutionnelle avait même donné son avis, ce qui a permis de prolonger le mandat de quelques mois. Donc, c'était une prolongation à la suite d'une situation de crise qui couvait dans le pays. C'est la même chose aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas eu de crise. Ce gouvernement a eu un boulevard pendant 5 ans pour préparer les élections législatives conformément à l'article 52 de la Constitution. S'il ne l'a pas fait, c'est un échec cuisant et il doit pouvoir s'expliquer. Il doit pouvoir s'expliquer? Oui, il doit rendre compte au peuple. Qu'est-ce qui explique le fait que pendant 5 ans, ce gouvernement n'a pas pu organiser les élections conformément à la Constitution. Donc, ça veut dire que les dirigeants de ce pays ont violé la Constitution à travers l'article 52 alinéa 2. Donc, ils sont coupables de parjure. À partir de cet instant, c'est qu'ils doivent rendre compte au peuple. Donc, ce n'est pas la même chose. Non, nous ne sommes pas dans le même schéma. Non, ils ne sont pas dans le même schéma. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais ici, c'est que un alinéa de l'article que vous citez stipule qu'il faut que les députés restent en place jusqu'à l'arrivée de leur successeur. Oui, vous savez, le législateur avait tout prévu. Oui. C'est-à-dire que dans le même article, il est prévu que 30 jours avant la fin du mandat, il y a élection. Oui. Ça veut dire que s'il y a élection 30 jours avant, les 30 jours qui restent là, ceux qui ont été élus ne viennent pas prendre leur place. Ceux-ci terminent leur mandat. Puisqu'il y a déjà des élus qui attendent. Et ceux qui sont là n'ont pas encore fini leur mandat. Donc ils restent jusqu'à la fin de leur mandat. C'est de ça qu'il s'agit. À la fin de leur mandat, ils doivent partir. C'est pour ça que dans le même alinéa, il a été dit, les députés sortants, pour cause de fin de mandat ou de dissolution de l'Assemblée nationale. C'est clair là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, ce n'est pas par fin de mandat, mais c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été dissoute. On n'a pas encore organisé les élections pour élire les nouveaux. Les anciens, là, quelle est la posture dans laquelle ils doivent exister? C'est qu'ils sont là. Mais ils ne peuvent pas poser des actes. Autrement dit, ils ne peuvent plus légiférer au nom du peuple ou bien comment? Ils doivent, ce qu'on dit pour ce qui concerne le gouvernement, quand le Premier ministre présente sa démission, on dit quoi? Qu'il est là pour assurer, comment l'appelle-t-on là? Expédier les affaires courantes. Ça ne veut pas dire que les ministres doivent rester à la maison. Non, ils doivent continuer jusqu'à ce que les nouveaux ministres viennent pour les remplacer. Et c'est clair, le législateur a été clair là-dessus. Mais par rapport à l'Assemblée, toujours, il peut y avoir aussi des cas de force majeure. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Nous ne sommes pas dans ce cas. Et hier, nous avions expliqué ça au cours de notre conférence. Il y a 3 conditions. Quand le mandat finit, il y a 3 conditions. Soit on reconduit l'institution, ou on renouvelle l'institution, ou on prolonge le mandat. Ici, l'alinéa 2 de l'article 52 a été clair. C'est que le mandat finit après 5 ans et avant 1 mois, il faut organiser les élections. Vous ne le faites pas, vous êtes coupable de parjure. Oui, puisque vous avez prêté serment, que ce soit à la Cour constitutionnelle ou le chef de l'État, vous avez prêté serment pour le bon fonctionnement des institutions, pour garantir le bon fonctionnement des institutions. Vous ne l'avez pas fait, c'est que vous êtes coupable de parjure. Et oui, donc ici, à vous écouter, il n'y avait pas eu de cas de force majeure pour qu'on puisse
permettre aux députés actuels de continuer par siéger? Il n'y a pas eu de force majeure qui puisse empêcher l'organisation des élections avant la fin du mandat des députés sortants. D'accord. Monsieur l'ancien député, excusez-moi de le dire ainsi, comment se porte votre mouvement politique, la LDP? Non, notre mouvement politique à la LDP se porte très bien. Vraiment? Non, elle se porte très bien. En pré-campagne? Nous sommes en pré-campagne. Vous savez, peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que notre mouvement LDP est composé de 11 associations, avec plus de 10 élus locaux, qui sont déjà des hommes de terrain. Donc, à partir de cet instant, le travail pour nous est, disons, d'une manière simple, c'est le quotidien. Quand vous avez des élus locaux qui travaillent dans leur localité, c'est qu'en même temps, ils sont, si vous voulez dire... Ils parlent au nom de la LDP. Mais ils parlent au nom de la LDP sans le dire. Vous de l'extérieur, vous voyez un élu local qui est en train de faire son travail. Mais en même temps, c'est que lui, dans sa tête, c'est qu'il est en train de travailler pour la LDP. Donc, on n'a pas besoin de prendre des images pour dire que LDP est ici, LDP non. Nous sommes en train de faire un travail. Et en même temps, nous avions aussi, en tout cas, le devoir de protéger nos militants et nos sympathisants. Vous connaissez ce qui se passe dans notre pays. Donc, voilà pourquoi nous attendons le moment venu. Vous ne les appelez pas à des manifestations publiques ou à des rencontres d'échange publics, sinon vous serez frappé par des interdictions. Nous avions essayé, vous vous rappelez, c'était le 7 octobre 2023. Et à Tchévier, nous avions même organisé une manifestation au cours de laquelle nous avions lancé un appel que nous avions qualifié l'appel de Tchévier. Oui. Vous savez ce qui s'est passé avec nos militants pendant une semaine? C'était une sorte de traque. Ils ont été traqués. Et la suite, on a sorti une note qui était cachée depuis, que désormais aucune organisation ne peut aller organiser des manifestations si elle n'a pas de récépissé. Ça, c'est un. Ensuite, le FDR a voulu organiser une manifestation, une réunion à Tchévier. Ça a été interdit. Et ce n'est pas à Tchévier seulement. Désormais, c'est que pour organiser une rencontre, même les partis politiques, les anciens partis politiques... La DMP a tenté samedi dernier. Mais avant la DMP, il y a Adi qui a tenté dans certains milieux. Ça n'a pas été autorisé ou ça n'a pas été permis. Donc, nous, fort de cette expérience et en anticipant sur tout ça là, nous avions dit, bon, il faut changer de stratégie, il faut adapter notre stratégie par rapport à l'environnement politique actuel. Donc c'est ça. On peut chercher à comprendre pourquoi on vous demandait de ne pas manifester ou de ne pas organiser des manifestations. Vous savez, le peuple attend quelque chose. Et ceux qui dirigent savent ce qui se passe. Actuellement, vous voyez la géopolitique nationale et internationale. La situation est très délicate pour tout le monde. Alors, à partir de cet instant, il y a quelque chose qui couvre. C'est comme mon maître Apivon a l'habitude de le dire. À trop garder la salive dans la bouche, ça devient de la bave. Aujourd'hui, la frustration a atteint un niveau, surtout au niveau de la jeunesse, où à tout moment, la population peut s'exploser. C'est pour ça que nous, on n'a pas été surpris de la soldatesque qui a été mobilisée le samedi dernier. On savait que, vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est ici, un baron a dit, il y aura plus de 19 août au Togo. Oui, parce que ce qui s'est passé avec le 19 août, il y a des leçons à tirer. Que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir, il y a des leçons à tirer. C'est pour ça que nous, au niveau de LDP, nous avions proposé plutôt à l'opposition de s'organiser pour une remobilisation à la base, pour une révolution électorale. Révolution électorale. C'est très important. Oui, oui. Ce qui voudra dire... Ce qui voudra dire que c'est... Dans les urnes. Dans les urnes. Et protéger les urnes. Ça dit que, vous savez, même l'article 150 de notre constitution le dit. En cas de coup de force,
s'organiser pour empêcher l'autorité illégitime est le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le peuple doit s'exprimer, il faut l'organiser d'une manière totale et faire en sorte que la synergie de toutes les révoltes soit canalisée vers l'expression dans les urnes. Ça veut dire que le jour des élections, pour nous, est un jour de révolution. Ça veut dire que c'est quoi la révolution? La révolution, c'est de se révolter pour exprimer sa volonté et contribuer à changer le système de gouvernance dans votre pays. Et c'est ça le rôle même des élections. D'accord. L'élection... Mais au même moment, vous le constatez chez nous depuis fort longtemps, les populations votent en majorité et dans un grand nombre, indicible d'ailleurs, pour le parti au pouvoir. Et vous le constatez. Mais revenons. C'est vous qui le dites. Revenons. Sauf que la Cour constitutionnelle l'a toujours dit. C'est nous qui le disons. Vous savez, moi, quand vous le dites, d'abord, j'ai été député. Oui. Ça veut dire élu. Ensuite, j'ai été le coordonnateur des opérations électorales dans la région centrale et le superviseur dans la région de la Kara. Je sais ce qui se passe dans les urnes avant, pendant et après le jour des élections. Donc, ici, je vais vous donner un seul exemple. Après les élections de 2020, vous savez que la Cour constitutionnelle a dû donner deux résultats. Deux avis sur la même affaire. C'est-à-dire que le premier résultat était tel que il y a même dans certaines régions ou bien dans certains milieux le taux de participation dépasse même, c'est-à-dire que le nombre de votants dépasse totalement le nombre d'inscrits. C'est-à-dire que on a fait prévaloir les votes spéciaux par délégation, le vote par procuration, parfois même le vote par procuration dépasse même le nombre d'inscrits dans le milieu. Donc, et la Cour constitutionnelle même s'était rendu compte que non, c'était pas... Et elle a même changé les résultats. En réalité, ça, c'est vraiment... je ne peux pas me permettre de le dire, mais si c'est que j'avais la possibilité de le dire, j'allais dire que la Cour constitutionnelle même a contribué à publier du faux. Parce que, effectivement, tous les PV qui ont été présentés, c'était de vrais PV, mais avec de faux résultats. Ah bon? Oui. On aurait enregistré... Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous aviez suivi le rapport que Adi a fait de ce qui s'est passé dans la région des Savanes. On a chassé les représentants des partis politiques dans le bureau de vote et puis on a falsifié tous les PV. C'était des vrais PV avec les signatures. En tout cas, peut-être ce sont des supputations à l'époque. Je ne fais pas de supputations. Moi, je vous dis que j'ai été coordonnateur des opérations électorales. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vécu. Donc, quand vous dites que la population vote massivement... Plébiscite d'ailleurs. Ça, c'est vous qui le dites. Mais nous qui sommes sur le terrain... C'est les résultats. Je me base sur les résultats que publie la Cour constitutionnelle. Vous venez de dire ce que vous pensez aussi. Maintenant... Non, s'il vous plaît. Oui. Je ne dis pas ce que je pense. Je dis ce que j'ai vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous dites ce qu'on vous a dit. Mais moi, je dis ce que j'ai vécu. C'est ça la différence. Et c'est ça la différence, selon vous. Alors, monsieur Uruako Tchanyao, l'État togolais a été condamné à payer encore 12 millions de nos francs à Jean-Paul Omoulou, qui est actuellement en prison. Qu'est-ce que cela a suscité en vous quand vous avez appris cette nouvelle? Mais moi aussi. Vous avez été condamné. L'État togolais a été condamné par rapport à la violation de mes droits. Ce n'est pas la première fois. L'année dernière, j'ai publié un article. La paix au bout du silence imposé. Togo, la paix au bout du silence imposé. Et j'ai démontré par A plus B que l'État togolais est un État voyou. Mais tu sais combien de fois le Togo a été condamné à la Cour de justice de la CEDEAO?
Ça fait la 6e fois que l'État togolais. Ça avait commencé avec les députés de l'UFC à l'époque. Ça, c'est encore très loin. Je parle de l'année 2023. Avec les activités de Assivito concernant les détenus de Jean-Paul Omolou, Aziz Goma, il y avait beaucoup de plaintes. Et tout ça là, c'est par rapport à quoi? À la violation des droits de l'homme. Sans oublier la condamnation au profit de Agboyume Kodjo par rapport à tout ce qui... Quand on était venu l'interpeller chez lui à la maison. Tout ce dont il a été victime depuis sa maison jusqu'à son interpellation, tout ça là. Donc, ça n'honore pas du tout le pays. Et j'ai publié ça dans une tribune. Dans une tribune. Hein? Togo, la paix au bout du silence imposé. Parce qu'aujourd'hui, on a en apparence la paix, mais c'est parce que on nous a imposé, vous vous rappelez, même le Premier ministre l'a dit, il faut imposer la peur. Et on nous a imposé la peur. Aujourd'hui, tout le monde, les intellectuels, ont abandonné le plancher. Depuis que nous faisons ce débat sur la question de l'Assemblée nationale, vous avez vu un seul intellectuel sortir, un universitaire, sortir pour faire une déclaration. Mais des juristes se sont prononcés. Oui, mais bon, les juristes, vous parlez d'Ajavos et de Maître Degli, qui n'ont rien à voir avec la carrière administrative. Vous avez vu, il y a un temps, 2 professeurs d'université ont eu des problèmes tout simplement parce qu'ils ont organisé des pétitions pour réclamer un certain nombre d'avantages. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On les a sortis de la plateforme pédagogique dans leur pays. C'est comme si vous êtes chauffeur, mais on vous dit de ne plus prendre le volant. Donc aujourd'hui, même notre université où il faut c'est considéré comme c'est un temple du savoir, où c'est la contradiction qui est... eux voudraient vous dire de nous expliquer l'esprit de l'article 52. Mais ils ne peuvent pas parce que tout le monde a peur aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Hein. Mais ils ont peur. Vous avez vu... Et si les étudiants leur posent des questions? Mais est-ce que les étudiants, même aujourd'hui, vous avez vu, depuis plus de 3 ou 4 ans, vous avez entendu un étudiant parler? Non, pas parler, mais le on enfile les questions. Peut-être qu'ils le font parce que bon, ça fait longtemps. Hier, par exemple, je suis passé par là, à l'université, j'ai fait un tour. Mais ce n'est pas comme ce que nous, à notre temps, or pour nous, c'était encore ramolli. Oui, faire les études, quand même, c'est dans la sérénité. Mais c'est là-bas que ça... Non, s'il te plaît, on ne peut pas... Non, pas du tout. Non, s'il te plaît. Un étudiant n'est pas appelé à mettre les 2 bras entre les cuisses pour écouter. C'est comme l'avait chanté Itassan, notre aîné Bassar. Il a dit que... mais c'est en faisant de bruit, en faisant des tapages. Mais quelle société vous voulez former? Des bénis, oui. Non, mais pas des bénis, c'est des gens qui sont là, ils posent des questions. Mais ils ne le posent pas. Mais qu'est-ce que vous en savez, M. Ourouakpo? Êtes-vous tous les jours dans les amphis avec les professeurs qui se passent les cours de droit? Après le débat sur la non-rétroactivité de la loi à l'époque où je ne veux pas aller dans les juristes ou des enseignants pour des intérêts. De droit. Mais, depuis ce jour, il y a eu un camouflet, qu'on le dise ou pas, hein, sur le plan intellectuel. Mais depuis ce jour, tu as encore vu les universitaires dans les débats? Non. D'accord. Oui, mais comment expliquez-vous le fait que chaque fois que les citoyens togolais quittent ou abandonnent peut-être les juridictions togolaises et s'adonnent, donc, ou bien s'en remettent à la cour de justice de la CEDEAO, l'État togolais est toujours condamné? Comment l'expliquer? C'est parce que la justice nationale est dans les bottes. Vous savez, il est dit d'une manière universelle, toute personne qui a le pouvoir a tendance à en abuser. C'est pour ça que la loi doit prévoir que le pouvoir doit être arrêté par le pouvoir. Mais aujourd'hui, le pouvoir togolais, rien ne l'arrête. Quand vous prenez même notre constitution, a organisé le pouvoir de telle sorte que le pouvoir est devenu un pouvoir dictatorial. Regardez même la nomination du Premier ministre. Le chef de l'État nomme le Premier ministre. Oui.
il n'y a pas de contrainte. Et le gouvernement est là sans aucun contrôle, parce que toutes les institutions qui devraient contrôler le gouvernement n'ont pas ce pouvoir de contrôle. Je prends par exemple la Cour des comptes. Je l'ai expliqué ici. Oui, mais la Cour des comptes, s'il te plaît, s'il te plaît. La Cour des comptes, depuis son installation en 2013, n'a pas réalisé un seul rapport qui a produit un effet de droit. Vous savez pourquoi? Tout simplement. Un rapport qui a produit un effet de droit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et celui est lié à la Covid-19. Et quel est l'effet de droit que ça a produit? Quel est l'effet de droit que ça a produit? Et quoi qu'on dise, même s'il n'y a pas encore effet de droit, ça a poussé l'Assemblée nationale à revenir encore sur la question. Ce n'est pas le rapport de la Cour des comptes qui a poussé l'Assemblée nationale à revenir. C'est la pression des partenaires. Depuis que la Cour des comptes a été mise en place, depuis 2013, le premier président des rapports de la Cour des comptes ne peut pas produire, parce que la chambre correctionnelle de la Cour des comptes aussi n'a pas prêté serment. De telle sorte que les rapports de la Cour des comptes, bon, sont comme ça. Celui qui veut y prendre. En ce moment-là, ce n'est plus une institution bien assise. Non, c'est une portion congrue. C'est ça. Et c'est à dessein. C'est pour ça que... Pourquoi dites-vous c'est à dessein? Mais si ce n'est pas à dessein, les gens détournent. Depuis 2012-2013, on nous a dit qu'une minorité a accaparé les richesses du pays. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la SAFER, le fer, SAFER, CAPER, qui est devenu Saint-Père, tout ça là. Mais avec tous les détournements, personne n'en a parlé. Vous voulez qu'on parle de la route Lobé-Vogan-Enfouin? Plus de 60 milliards. Hein? Pour les fonds de la canne. Les fonds de la canne 2010, 2012, 2017. Même la route avec Pozo, en errant 30 km, plus de 47 milliards. Le contournement d'Aledjo, à ce coucher-bois là-bas, 17 milliards 2 fois. On a même posé la question aux Chinois. Qu'est-ce qu'il a dit? Petit argent, petite route. Grand argent, grand route. La route, le contournement là a été fait 2 fois. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été inquiété. Tous les projets de développement ont échoué tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc c'est pour ça, pour vous dire que les piliers de contrôle de l'action du gouvernement n'existent pas. Même l'Assemblée nationale, qui doit contrôler l'action du gouvernement. Combien de fois les ministres ont été interpellés? Nous étions là à l'Assemblée nationale quand on a interpellé le ministre du commerce, oui, par rapport les Sénats, les Kagwara viennent nous dire ici qu'ils interpellent des ministres. Oui, par écrit. Mais vous avez vu une retransmission en direct d'un débat? Non. À votre temps aussi, cela ne l'était pas. Oui, mais il fallait, comme le dit quelqu'un, on faisait du bruit quand même. Donc c'est pour vous dire que toutes les institutions aujourd'hui sont décadentes. Et vous l'avez dit hier au cours de votre conférence de presse. Vous l'avez dit, et je vais vous citer: des questions préoccupantes ont été soulevées par rapport au dysfonctionnement de certaines institutions de la République, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, la HAC, la CENI, etc. Ouais. Alors, tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Nous voudrions dire que aujourd'hui, l'État togolais, dans son architecture, est comme le grenier au village. Vous connaissez le grenier au village? Oui, je connais. Il y a des piliers qui tiennent le grenier. Tous ces piliers-là ont été rongés par les termites. C'est ça, la Cour des comptes est comme un pilier rongé. Dans ce cas, il y a risque d'effondrement. Mais il y a risque d'effondrement. Il y a risque d'effondrement. C'est pour ça que nous alertons. Quand vous regardez la géopolitique nationale et internationale, l'environnement politique, tout ce qui se passe aujourd'hui, rien ne peut garantir une bonne sortie s'il n'y a pas l'entente nationale. S'il n'y a pas un consensus national. S'il n'y a pas un sursaut patriotique de part et d'autre. Autrement dit, vous appelez à une assise entre tous les acteurs. Nous appelons d'une manière inclusive. D'une manière inclusive. Et il faut que les vrais problèmes soient posés. Que d'une manière patriotique. Qu'on
prennent des décisions qui arrangent le peuple et non qui arrangent certaines personnes. Au cours de la conférence de presse, hier, vous aviez dit la période indiquée par le gouvernement, il est impossible d'organiser les élections au cours de cette période. Non, nous avions dit qu'il est intenable. Intenable, oui. Parce que la loi organique qui vient d'être modifiée à l'Assemblée nationale dispose que les dépôts des candidatures se font 40 jours avant le jour du scrutin. Alors, si nous prenons le deadline, comme le 30 mars... 40 ou bien 45? Non, c'est 40. Ah, d'accord. C'est 40 jours. 40 jours. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier. Donc, il reste 2 mois. Donc, 2 mois, ça fait 60 jours. Moins les 40 jours, c'est à peine 20 jours. Or, il y a beaucoup de choses à faire. On ne connaît pas le découpage électoral. On ne connaît pas la recomposition de la CENI. La Cour constitutionnelle qui gère tout le système électoral. Surtout par rapport aux législatives. Oui, surtout par rapport aux législatives, n'est pas du tout opérationnel. Alors, pour remettre tout ça là, or, aujourd'hui, nous disons que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est délégitimée. Ça veut dire que si on doit recomposer la Cour constitutionnelle, ce n'est pas sur la base de la majorité parlementaire qui est là, parce qu'elle n'est plus légitime. Si on doit recomposer la CENI, ce n'est pas sur la base de la majorité parlementaire qui existe. C'est pour ça que nous disons que pour éviter toute situation belligène, il faut que le chef de l'État fasse ce sursaut patriotique, accepte que le CPC soit repensé pour permettre à tout le monde de venir. Il a fait ça, on a fait ça ici, le forum sur la sécurité des institutions en 3 jours. Pour ce qui concerne le Niger, le Mali, je ne sais pas, vous vous rappelez cette histoire-là. Mais ça veut dire qu'en 3 jours, on peut faire un forum je l'avais proposé ici, sur cette antenne, un forum de restauration des institutions de l'État. En 3 jours, on peut le faire. Et remettre le pays sur les rails d'une manière consensuelle. Et sur quelle base on va inviter tel parti? Même sur la base qui avait permis de convoquer le CPC, c'est pour ça que nous avions dit de repenser le CPC. Si on veut le faire, on peut le faire. C'est possible? C'est possible. Automatiquement, ça voudra dire que la date prévue, disons le 31 au plus tard, 31 mars, on ne pourra pas organiser les élections au regard de tous les détails que vous venez de donner. Bien sûr, si on est sincère et honnête, si on est vraiment sincère et honnête et qu'on veut faire une œuvre utile pour la nation, c'est pas bon. Mais si c'est qu'on veut s'entêter pour faire un coup de force comme on a l'habitude de faire, on peut le faire. Mais là, c'est que les conséquences peuvent être tragiques et imprévisibles. Mais quand même, vous irez. Ce n'est pas aller qui est problème. C'est ce qui va sortir de ces élections-là qui est problème. C'est ça, c'est très important. Donc, aller n'est pas problème. C'est ce qui va sortir et les conséquences de ce qui va se passer, c'est ça le problème. Je vous dis que la géopolitique nationale et internationale, l'environnement actuel n'est pas du tout propice à des actions conflictuelles. Et ça peut déboucher sur n'importe quoi aujourd'hui. Donc, nous devons faire très attention. Et c'est un appel que votre regroupement lance au gouvernement, surtout au gouvernement et à la classe politique. Et on marque la pause pour revenir dans quelques minutes. Merci. Du débat avec M. Ouro Akpo-Chaniao, qui est ancien député et président de l'association, ou disons du mouvement politique Lumière pour un développement dans la paix, lequel mouvement fait partie du regroupement ou bien de l'alliance Ensemble. Au cours de la conférence de presse hier, vous aviez dit les organisateurs de cette conférence de presse se sont interrogés sur l'opportunité, la pertinence de l'intrusion du Conseil des ministres du 25 novembre 2023 demandant à la CENI de proposer un chronogramme des élections au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Continuons. Vous avez également dit
dans votre déclaration liminaire, toujours puisque je vous cite, face à cette situation inédite et pour des raisons d'apaisement politique et de cohésion sociale affichées depuis le début des travaux de la CENAP, l'Alliance lance un appel pressant au gouvernement, à la classe politique, pour des discussions inclusives et sincères au sein du CPC, afin de trouver des solutions idoines à tous les problèmes avant l'organisation des élections de cette année 2020, etc., etc. Alors, M. Uruako Tchaniaou, est-ce que vous voudrez demander au gouvernement de tout mettre en berne et que vous puissiez discuter d'abord avant de reprendre les activités liées à l'organisation des prochaines élections? Non, pas tout mettre en berne. C'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dramani Dama, qui nous disait que la République ne dort pas. C'est une machine qu'on n'arrête pas. Et qui tombe en panne si on l'arrête. Nous ne disons pas de mettre la République en berne, mais nous demandons qu'un sursaut national soit fait pour que nous tous, d'abord, on constate l'échec du gouvernement actuel à assumer ses responsabilités et ses prérogatives définies par la Constitution et par la loi. Ensuite, maintenant, s'entendre sur comment réorganiser tout le système organisationnel des élections pour qu'au sortir de ces élections, qu'il n'y ait pas de contestation qui puisse déboucher sur une situation imprévue. Tout peut arriver aujourd'hui. Donc, cette discussion inclusive peut désamorcer tout ce que vous soupçonnez d'imprévu. C'est nos amis les Ivoiriens qui le disent. Tant qu'on se parlera, tant qu'on se parle, on s'entend. Ça veut dire que si on se parle, on va se comprendre. C'est parce qu'on ne se parle pas qu'on ne se comprend pas. Et cet appel, ce n'est pas, on dirait, l'apanage de l'ensemble seul, mais la ANC en parle, les FDR, la DMP, tout le monde en parle. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous arrivez du moins à vous concerter? Oui, il y a quand même des passerelles. Entre-temps. Et entre-temps, l'Alliance a relancé comme ça. Et bon, nous sommes conscients que, à l'allure où vont les choses, il y aura une jonction. Et cette jonction, ce serait le salut pour toute l'opposition d'abord et tout le peuple togolais. Et c'est notre souhait. Depuis que nous sommes sortis, je parle de LDP, c'est le travail que nous faisons. Nous avions, que tout le monde convient, qu'il faut une unicité qui ne sait pas se prendre. Je ne sais pas si c'est Alliance qui va le faire, je ne sais pas si c'est la DMP qui va le faire. Gogué, le professeur Gogué a essayé, volonté, manifeste de part et d'autre, et nous sommes sûrs que... Oui, mais est-ce à dire que si jamais le gouvernement n'accède pas à votre terme, la question d'aller aux élections ou de ne pas aller aux élections n'est pas... non, n'est pas le problème. C'est que l'alliance ensemble, c'est une alliance électorale. Donc, la question ne se pose pas. Mais ce qui se pose comme question, c'est comment organiser les élections apaisées pour qu'ils soient bénéfiques au peuple togolais et non à un individu ou à une classe déterminée. Mais nous étions ici et voilà que le dimanche dernier, 3 pays qui sont donc dans une alliance, pas alliance ensemble, mais ils sont dans alliance des États du Sahel, disent que ils claquent la porte à la... Où j'ai intitulé le nouveau défi de la CEDEAO, c'est de faire du commun dans un monde fracturé. Depuis août. Parce que j'ai fait un constat que la CEDEAO est composée aujourd'hui des chefs d'État qui sont soumis d'une manière maladive à des institutions ou à des organisations en dehors de la CEDEAO. Je parle de l'Occident et surtout par rapport à la France. Je suis même allé jusqu'à dire que certains chefs d'État tels que Alassane Ouattara, Macky Sall, Faure Gnassingbé, c'est du gâchis pour toute l'Afrique. Ah bon? Non, il faut être honnête. Pourquoi dites-vous cela? Mais c'est du gâchis. Ah bon? Parce que les premiers chefs d'État, la première génération des chefs d'État, se sont battus et
organisé l'indépendance de l'Afrique, ce qui a abouti à la création de l'OUA. Abdel Nasser, tout ça là. Et ils avaient une ambition. C'est que l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique, ils ont réussi. Sauf que la France-Afrique est venue balayer certains. Et a mis en place certains chefs d'État dont l'objectif était de comment faire pour mettre l'Afrique sous l'orbite de la France-Afrique. C'était le message de Gaulle. Confondez les caisses publiques à vos caisses privées, mais mettez vos pays sous l'orbite de la France. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez constaté qu'il y avait des chefs d'État qui prenaient les instructions en France. Et ces chefs d'État, c'est vrai qu'ils ont réussi à mettre les institutions comme la CEDEAO et autres, mais aujourd'hui, la nouvelle génération des chefs d'État, voilà là où ils ont conduit la CEDEAO. Depuis la monnaie imposée par Macron et Alassane Ouattara à la CEDEAO, le co qui jusqu'ici n'a pas pris. Moi j'ai participé à une conférence internationale à Abuja sur la task force des chefs d'État sur la monnaie de la CEDEAO qui devrait être lancée déjà en 2020. Mais aujourd'hui nous sommes en 2024 et rien n'a bougé. À cause de ces chefs d'État qui se comportent comme s'ils étaient des sous-préfets de la France. Donc il fallait s'y attendre. Alors les nouveaux chefs d'État tels que Goïta et il faut les préciser, ce sont des putschistes. Même s'ils sont des putschistes, mais c'est des révolutionnaires parce que ils sont acclamés par leur peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a entente entre le peuple et son armée dans cette... Non, s'il vous plaît, les peuples ne sont pas véritablement autorisés à contester des choses en interne. Au Mali, au Niger, ou au Burkina Faso. Monsieur Joachim, oui? Soyons honnêtes pour reconnaître que le pouvoir malien est venu à la suite d'une révolution populaire. On sait. Alors, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas entente entre... Il y a eu une symbiose, d'accord, voilà, peut-être. C'est le mot que je cherchais. Non, c'est pas peut-être. Et heureusement que ça vient de... Les autres associations... Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, si le peuple n'avait pas soutenu Ibrahim, il y a longtemps, que ce régime-là serait tombé. C'est le peuple qui porte le régime IB. Au Niger, c'est pareil. Vous avez vu comment le régime du Niger a été soutenu. Maintenant qu'ils claquent la porte de la CEDEAO, est-ce qu'ils pourront seuls s'en sortir? Vous savez, tout ça là, Amadou Ampateba avait prévu ça. En disant que il arrivera un jour où le peuple va se révolter. Et va refuser. En réalité, c'est une révolte contre l'impérialisme occidental. Et normalement, c'est que il doit avoir un soutien. Il faut, Francis Lalumpo l'a dit, il faut rompre le cordon ombilical avec le néocolonialisme. Et notre aîné Godwin Tété l'a dit, nation nègre, parlons-en. Tout ça là, il avait prévu. Lui aussi, il a prévu ça. Il faut que nous arrivions à rompre ce cordon qui nous abêtisse, qui nous rabaisse, qui contrôle tout le système. Oui, mais la CEDEAO, face à cette menace de claquer la porte, a quand même adouci un peu son ton. Elle n'a pas de choix. La CEDEAO n'a pas de choix, parce que ça dit que aujourd'hui, ça fait 16% de la population de la CEDEAO. Et plus de, disons, 60% du territoire, de la superficie. Et des richesses qu'on est en train de découvrir dans cette zone font que la CEDEAO n'a pas le choix. En tout cas, je ne sais pas jusqu'où cela peut arriver, mais dans tous les cas, il fallait prévoir ça. Et pour moi, c'est une nouvelle révolution pour les indépendances de l'Afrique. Et ça pourra peut-être pousser les chefs d'État actuels du reste de la CEDEAO à pouvoir s'auto-questionner, à se remettre en cause. Ils n'ont pas de choix. Vous savez, Alassane Ouattara est vieillissant. En tout cas, 92 02 80 63 pour être en direct avec Macky Sall est partant. Il reste que peut-être Faure Gnassingbé. Et là,
Oui, mais Fonia Simbe peut-être n'est pas dans le jeu de la CEDEAO en tant que tel. Il est beaucoup plus adoubé par aujourd'hui, il n'est dans aucun jeu. Oui. Aujourd'hui, il n'est dans aucun jeu. Et ce qui s'est passé, c'est un échec de sa diplomatie. Échec? Oh mais oui. Pourquoi échec? Mais ça veut dire qu'il a échoué. Parce qu'il avait été désigné pour jouer le rôle. Mais si aujourd'hui, les trois pays ont déclaré directement et divorcé avec la négociation. Non, mais en tout cas, c'était prémonitoire parce que les signes étaient parlants. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que c'était prévisible? Ah, donc, il fallait anticiper. Senghor est en ligne avec nous. Bonjour, Évangéliste Senghor. Évangéliste Senghor, bonjour. Joachim, bonjour. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va. Ah, mon grand frère honorable, Tignao, bonjour. Bonjour, Évangéliste Senghor. Ah, je vous souhaite la santé. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage aussi. Merci beaucoup. Bon, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit tout à l'heure, pour la première question de Joachim, si nos gouvernements ont bien fait, que vous avez dit que c'est de l'échec. Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est de l'échec total. Et plus précisément aussi, nos représentants, les députés, ceux dont nous avons élus, et ils représentent la population. Durant les 5 ans qu'ils ont fait au Parlement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qui énerve Dieu et ce qui m'énerve, M. Tignao, c'est qu'ils n'ont jamais interpellé les gens. Vous avez oublié le détournement de fonds de ODR. Après qu'a péri les 17 milliards. Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça où on gère un pays comme une société privée? Il n'y a même pas de compte, les gens volent, on les applaudit. C'est normal, c'est un pays ça. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bien noté, monsieur Senghor. Et derrière lui se signale monsieur Pelé. Bonjour. Oui, Laura, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, je pense que comme le chef de l'État finance, c'est lui qui nous a appris à dénoncer, parce qu'il dit qu'il y a une bibliothèque qui n'a pas la fête du pays. Et le pays, c'est pour nous. Aujourd'hui, là, monsieur Tiangaou, quelle discussion-là, elle va où? D'accord. Si nous prenons la direction de cette discussion-là, c'est directement à l'Assemblée et nous confirmons ça. Comment vous trouvez le rôle de secrétaire aujourd'hui par rapport à l'Assemblée nationale? Bien noté, cher ami Pelé. Et les difficultés que les partis politiques d'opposition ont pour mener des activités. Quelle devait être l'attitude de la CEDEAO face aux deuxième préoccupation? Le samedi dernier, on a encore retrouvé les vieilles pratiques de la maison. C'est-à-dire, on barricade la majorité dans l'opposition et que les vieilles pratiques la reviennent. Comment vous allez vous en prendre? D'accord. Bien noté, monsieur Komi. Alors, monsieur Gado? Allô, bonjour, Joachim. Oui, bonjour. Nous sommes l'armée de la CEDEAO. Secondo, expliquez-moi le retour de l'imam Diko et l'État algérien. Merci, bonne journée. Bien noté. Alors, est-ce que l'imam Diko, que vous connaissez certainement, joue très profond entre l'Algérie et le Mali. Et je ne sais pas dans les détails le rôle que joue Imam Diko. Mais c'est qu'il est en rupture de banc avec le régime malien actuel. Et entre-temps, il a failli être manipulé par la puissance occidentale. Donc, nous pouvons imaginer. Donc, il est surveillé de très près. Oui, il est surveillé. Il va être surveillé. Actuellement, il se retrouve sur le sol algérien. Oui, parce que, sincèrement, bon, peut-être que quand une situation vous échappe, parfois on peut se tromper même de ses propres objectifs. Donc c'est ce qui arrive à Imam Diko et malheureusement... on ne peut que constater. Mais est-ce que la peur a changé de camp entre la CEDEAO? En train de l'emporter. Parce que la CEDEAO, nous avions dit, s'est comportée. C'est-à-dire que la CEDEAO elle-même, en contradiction avec le comportement des chefs d'État, ont voulu imposer un certain nombre de sanctions à tous ces pays, alors que eux-mêmes, les mêmes pratiques que les autres combattent, c'est ce qu'ils font chez eux, mais ils empêchent les autres maintenant de... Et si on se réfère au discours du colonel Maïga, qui a représenté le Mali au niveau de la tribune des Nations Unies une année, c'était vraiment... Mais tout le monde était fier.
Même le discours la dernière fois aux Nations Unies du Burkinabé, vous avez vu, ils ont tout dit, même le Guinéen. Donc c'est ça même le vrai. Faut dresser le bilan, mais... Non, je ne voudrais même pas dresser le bilan. Parce que nous avions dit que les députés ont accompagné le gouvernement qui a échoué. Et donc l'échec du gouvernement est aussi l'échec du Parlement. Et le rôle du CPC aujourd'hui, c'est quoi complètement? Bon, le CPC aujourd'hui n'arrive pas à agir comme il le faut. C'est pour ça que nous demandons que le CPC soit repensé pour permettre à ce que les Togolais puissent se retrouver et discuter vraiment. Oui, bien sûr, j'ai déjà dit ça. C'est-à-dire que tout le monde sait que la frustration a atteint un niveau dans le pays. Les jeunes ne se retrouvent plus, il n'y a plus de repères. Quand ce sera le moment? Moi, pour moi, est-ce qu'il y a encore une campagne à battre après les événements de 2017-2018? C'est-à-dire que les Togolais, c'est-à-dire qu'on a déjà tout dit. Les Togolais sont conscients de tout. Maintenant, c'est qu'il faut une synergie d'action, c'est tout. Pour canaliser les énergies des uns et des autres. Donc, c'est tout ce qui manque. Ce serait votre appel à l'endroit de toute la classe politique de l'opposition? Bien sûr, ce serait notre appel, comme toujours. Que nous n'avions pas... Il faut une stratégie politique au Togo qui permette de rassembler toutes les énergies pour mener une action et une seule. Et vous avez dit, c'est une révolution électorale. Je l'ai toujours dit depuis 2019. Monsieur Uruako Tchangao, merci. C'est à moi de vous dire merci. Encore ce matin sur Victoire. Merci beaucoup. Merci Haïté, merci pour la coordination technique. Amjoy et puis Claudia Digon, merci pour l'accompagnement derrière la baie vitrée. Monsieur Joachim Loti, madame, monsieur, c'est fini pour ce matin. L'information, vous retrouve tout à l'heure à 9h. N'oubliez pas, à 13h, nous sommes là. 18h également. Bonne journée.